Je vais vous parler des problèmes économiques qui se présentent lors des relocalisations de l'industrie. Avant de relocaliser, pourquoi délocaliser? La globalisation de l'économie et les dogmes politiques ont entraîné une fuite de la production industrielle en France et en Europe, la recherche d'une main-d'œuvre abondante, peu coûteuse dans les pays du Sud et de l'Asie, la recherche de matières premières à bas prix, les coûts de transport très bas, des contraintes environnementales bien moins sévères, des taxes et des impôts de société réduits ont conduit à ces délocalisations. Quelques exemples. Les salaires dans le monde, deux exemples. En 2011, vous pouvez voir qu'entre la France et l'Inde, il y avait un facteur 29. De même, en Chine, le salaire moyen était 7 fois plus faible qu'en France, d'où évidemment une tentation économique de faire la production dans ces pays. Deuxième exemple, je n'ai pris ici que l'Europe pour montrer qu'il y avait, avant 2022, des différences de facteurs supérieurs à 2 entre la France et l'Irlande et 3 avec la Hongrie. Depuis 2022, l'OCDE s'est à peu près mis d'accord sur un taux moyen de l'ordre de 15%. Ceci dit, il existe toujours des paradis fiscaux. Alors on pourrait multiplier les exemples. Et pour illustrer les causes diverses, seulement quelques décennies plus tard, on déchante sur ces dogmes économiques. Les balances commerciales européennes, dont celle de la France, prennent l'eau. La désindustrialisation devient critique. La pandémie et les ruptures de chaînes sont passées par là. Les coûts de transport ont explosé. Et les tensions politiques avec certains pays qui monopolisent pratiquement les matières premières donnent un super danger économique. Et d'ailleurs, la grille des salaires dans le monde s'est rétrécie. À nouveau, deux exemples. La grille des salaires, avec une extrapolation en 2030, donnerait comme différentiel France-Inde un facteur 8 au lieu d'un facteur 29, et pour la Chine, un facteur 2,5 au lieu de 7, qui montre un avantage amoindri pour les productions. De même, pour le coût des transports. Vous avez ici à droite le coût des transports et leur disponibilité ont suivi des courbes inverses. Les prix en 2021 et 2022 des containers ont été multipliés par 5 ou 6 et les attentes, plus de 10 mois, voire 1 an de disponibilité. Même si cela s'est calmé en 2023, les guerres en Israël et les troubles en mer Rouge font également, comme vous le voyez sur ce diagramme, monter les coûts de transport par container de au moins 3 points, ce qui les rend toujours aléatoires. Les conséquences de cette politique de délocalisation sont bien connues. La balance commerciale de la France, avec un solde négatif depuis plus de 20 ans, dont la cause est la production industrielle et la productivité, qui se sont cassés la figure, avec malgré tout quelques points plutôt sympathiques, les produits manufacturés qui stagnent, l'aéronautique qui progresse. Pour la chimie, la courbe verte, vous voyez que même si sa compétitivité a été impactée par la crise énergétique et l'Inflation Reduction Act, IRA, des États-Unis, qui donne à l'industrie, à peu près, l'industrie américaine, environ 400 milliards de dollars d'aide publique. Le président de France Chimie, en 2023, soulignait cependant qu'en France, la production était plus résiliente que ses voisins européens, avec moins 3% au lieu de 6% en Europe et 11% en Allemagne, et qu'elle restait les secteurs les plus exportateurs, avec 81 milliards d'euros. Et il est clair, notamment pour les électro-intensifs, dont la chimie, et ça va demander, la décarbonation va demander de plus en plus d'énergie. Et c'est ce que soulignait le président de France Chimie, qui donnait comme exemple le prix de l'hydrogène vert, produit aux États-Unis
et qui est vendu en Europe aux alentours de 2 € le kilo, alors qu'il faut, chez nous, environ 7 € le kilo pour le produire. Il réclamait donc une visibilité à long terme du prix du gigawattheure et un élargissement des aides européennes. Et on en arrive à la comparaison internationale, et notamment aux risques géopolitiques et rupture des chaînes d'approvisionnement. C'est un aspect que nous avons mis en lumière lors d'un récent colloque chimie et matériaux stratégiques en soulignant que la transition écologique allait encore exacerber cette exigence. Le cuivre au Chili, le cobalt en République démocratique Congo, le lithium en Australie et en Chili, les terres rares en Chine, qui monopolisent à elles seules aussi les traitements et les purifications avant commercialisation. L'aveuglement européen sur la production et la purification des terres rares est comparable à celui de l'Allemagne avec le gaz russe. Et il risque de plomber nos besoins dans les hautes technologies. Compte tenu de tous ces inconvénients et des effets négatifs, c'est tout de même décidé, OK, on relocalise, mais comment ? Les industriels qui ont fait le saut vous diront tout à l'heure leur expérience, mais d'ores et déjà, on peut identifier les freins. Le coût salarial, les règles européennes sur l'environnement, parfois surjouées en France, l'énergie plus chère, les savoir-faire disparus. Je rappellerai brièvement les soudeurs à l'Argonarc qu'on a fait venir des États-Unis, alors qu'en France, on n'avait plus ça, alors que dans l'industrie nucléaire, on était extrêmement compétent. Et enfin, le syndrome français, NIMBY, Not in my backyard, est une image de marque et une reconquête de l'opinion pour la chimie et des usines propres. Quelques illustrations de ces freins. Le coût horaire, à gauche en frein, en France, est 5 fois plus élevé qu'en Roumanie, d'où la fabrication de voitures là-bas. Le groupe des anciens pays de l'Est et du centre-ouest montre clairement la différence avec ceux de l'Europe de l'Ouest, ce que font, pas faute de faire remarquer, les eurodéputés qui sont opposés à ces subventions. Le remède, le remède, c'est d'investir plus qu'avant dans la robotisation des process et introduire les métavers industriels, c'est-à-dire les univers numériques avec l'intelligence artificielle. Une automatisation renforcée, on va réduire les coûts et la consommation d'énergie également. Justement, parlons d'énergie. En ce qui concerne l'électricité, pour l'industrie, l'augmentation a été de l'ordre de 40% en 2022. Par contre, en fonction de la taille de l'entreprise, le prix du gaz a pu atteindre plus de 100%. La courbe de droite montre l'évolution du prix du gaz en Europe avec le pic inimaginable de 600% en 2022 suite à la guerre en Ukraine. Depuis, en 2023, le pic est retombé, mais avec des prix pour la chimie qui est électro- et gazo-intensive, des prix assez pénalisants. Il faut des mesures de protection. L'Allemagne l'a adapté, où plusieurs milliards d'euros ont été accordés à l'industrie comme bouclier tarifaire pour diminuer le prix de l'énergie et de la matière première, le gaz notamment, ce qui n'a pas empêché BASF de diminuer drastiquement de plus de 20% son activité européenne. Alors comment reconquérir l'opinion ? Au sujet des implantations d'usines chimiques, je citerai le dirigeant d'Axentis qui a fermé récemment son site de Calais, spécialisé dans les intermédiaires de médicaments. Il disait « La conviction que la relocalisation de produits à gros volume est illusoire. Les citoyens ne seront jamais prêts à accepter de nouvelles usines Seveso. » Déjà, le voisinage des méga-factories exprime ses craintes, sans parler du rejet de l'extension de l'usine Tesla à 30 km de Berlin, qui dévore des forêts. En France, un collectif Stop Micro multiplie les manifestations avec le slogan « De l'eau, pas des puces » face à l'extension de l'usine ST Microélectronique à Crolles, dans l'Isère. La consommation d'eau se pose aussi dans la future vallée de la batterie dans les Hauts-de-France, où Prologium et Vector
étudie des moyens innovants d'économie d'eau. Réglementation, recherche des sites disponibles, loi d'urbanisme contre l'artificialisation des terres, recours des associations écologiques, tout ça retarde souvent l'autorisation de démarrer les productions. Le gouvernement, à droite, s'est engagé en 2023 à simplifier les autorisations administratives et à réduire les délais des permis d'exercer de 17 à 9 mois pour les rendre comparables à ceux qui courent en Allemagne, 9 mois et moins en Pologne. C'est là qu'interviennent les États. D'abord l'Europe, qui a déjà débloqué des dizaines de milliards d'euros pour la réindustrialisation et qui est en passe d'élargir les domaines des aides, notamment en chimie, pour lutter contre l'IAR américain et le dumping chinois. En France, l'objectif France 2030 et la BPI sont organisés pour des subventions et des prêts dans l'Hexagone, avec une critique sous-jacente sur les moyens trop limités au regard des ambitions affichées. Enfin, le Comité national de l'industrie intervient par filière pour aider les objectifs. France Chimie vient en décembre de renouveler le contrat chimie et matériaux signé en cette maison même, alors que court toujours celui sur l'industrie et santé. Enfin, en février de cette année, plus de 140 industries européennes, et dont plusieurs entreprises de la chimie, ont signé à Anvers le pacte industriel européen pour faire pression à l'occasion des élections européennes afin d'obtenir en Europe ce que les industriels américains ont bénéficié avec l'Inflation Reduction Act. Enfin, nous ne serions pas complets si nous n'insistions pas sur l'innovation nécessaire dans ce plan de lutte pour la compétitivité, sans laquelle tout effort est vain. Au niveau de la recherche, quelques centaines de millions d'euros sont consacrés au PEPR, les plans d'équipement prioritaires de recherche, qui mêlent institutions publiques et industrielles sur diverses thématiques. Citons pour la chimie LUMA, lumière et interaction moléculaire, Diadème, matériaux, molécules ARVX, stockage chimique de données, WON, Water, pour l'eau, et d'autres moins exploratoires comme batterie. Je voudrais aussi insister sur la dimension formation. Il est de notoriété qu'il manque beaucoup de techniciens et d'opérateurs, peut-être un peu moins d'ingénieurs. Il faut insister sur l'évolution des métiers qui devront prendre en compte plus de procédés économes d'énergie, économes de fluides, la décarbonation des productions, l'électrochimie industrielle, la robotisation, l'utilisation de l'intelligence artificielle, le recyclage, l'éco-conception, etc. Tous ces thèmes qui vont changer et compléter les programmes de formation et qui doivent être constamment actualisés par les enseignants et les formateurs. Pour conclure, je voudrais rester sur une note optimiste, même si la relocalisation n'est pas un fleuve tranquille. Le tableau donné par Usines Nouvelles sur les ouvertures et extensions d'usines en 2023 n'est pas trop mauvais. 106, donc 14 pour la chimie. Merci de votre attention. Merci Jean-Claude.